Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Petit Tour. Alors je suis en route pour le Parc Impérial. Je vais interviewer Gilles Naon qui est responsable du pôle espoir de judo. Donc voilà, je vous laisse de suite avec l'interview et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. A plus. Pour l'enregistrement, j'aurais d'abord besoin que vous vous présentiez en donnant votre nom, prénom et date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Gilles Naon, né le 1er juillet 1967 à Strasbourg. Pour les statistiques, j'aurais besoin du métier de vos parents. Mon père était donc policier, a travaillé à la criminelle, puis au STUP. Il a été policier à Strasbourg, puis il a été muté dans le sud? Exactement, à Nice. En quelle année il a été muté? J'avais 3 ans, donc 70. Comment vous avez entendu parler de judo pour la première fois, avant même de pratiquer? J'en avais pas spécialement entendu parler, c'est sur les conseils du médecin, parce que j'étais un enfant assez agité. Il a conseillé à mes parents de me mettre au judo. Comme j'étais particulièrement turbulent, et je sais pas si... Enfin, ça a matché tout de suite, et donc, de fait, ça m'a plu. Le médecin, c'était lui-même un judoka? Non, pas du tout. D'accord, ça alors. Il avait des méthodes de médecine particulières? Voilà, on va dire ça comme ça, ouais. Quel était le club? Au judo club des Magnolias, sur Nice-Ouest, et le professeur était ébéniste de métier, faisait des cours de judo après... Donc le soir, il s'appelait Claude Méosi, et il travaillait justement avec Monsieur Baboulin, qui était aussi le prof de Michel Carrière. D'accord. Ils étaient tous les deux enseignants dans le même club? Voilà, Monsieur Baboulin avait la salle au port, il avait une deuxième salle, un créneau sur le gymnase des Magnolias, et donc c'était Monsieur Méosi qui donnait les cours. Est-ce que vous savez qui était le propre professeur de judo de Monsieur Méosi? Pas du tout. Est-ce qu'il y avait des assistants ou des gradés dans ce club quand vous êtes arrivé? Non, très peu. C'était un club avec pas mal de jeunes et très peu de compétiteurs. D'ailleurs, j'étais quasiment le seul compétiteur du club quand je suis arrivé en âge de faire des compétitions. Mon professeur me suivait sur les compétitions départementales et après, je me débrouillais. D'accord, donc il n'y avait pas d'assistants, il y avait des ceintures noires quand même? Oui, alors j'en ai de vagues souvenirs parce que j'ai commencé à l'âge de 7 ans. 7 ans, donc en 74? Exactement. Quand... j'ai commencé à faire des compétitions en Benjamin, c'est-à-dire que j'avais à peu près 11 ans. On était 2-3 compétiteurs. J'ai pas souvenir de ceinture marron, enfin de ceinture noire plutôt. D'accord, voilà. Ok. Comment c'était les entraînements? C'était différent de ce qu'on fait maintenant? Non, c'était assez martial, hein. C'était moins ludique qu'on peut le faire, mais bon, ça me correspondait tout à fait. Il y avait un cours enfant? Oui, j'ai commencé par les cours enfants, hein, les 7-10 ans, là, puisque à l'époque, on commençait plutôt vers 7 ans, plutôt qu'à 4 ans. Hein. Après, rapidement, quand ça commençait à aller bien, vu qu'il n'y avait pas un effectif pléthorique, je me retrouvais avec les ados et ça me convenait bien aussi. Et l'entraînement lui-même, il se déroulait selon la phase classique, échauffement, démonstration technique et combat, et randori. Randori, ok. Il y avait un petit peu de renforcement physique ou d'exercice de musculation? Des pompes, des flexions, des abdos, voilà, les trucs classiques de l'époque. Est-ce qu'il y avait d'autres clubs importants dont vous aviez entendu parler dans ces années-là autour de... Au départ, je ne connaissais rien du tout. Je vivais dans ce microcosme du judo club des Magnolias, qui était un club, comme je vous l'ai dit, où le prof avait une activité, enfin c'était son activité secondaire. Donc de fait, il n'y avait pas trop d'interclubs. Voilà, on avait une compétition en fin d'année. Et très peu d'activités et d'échanges avec les autres clubs. La compétition de fin d'année, c'était interne au club? Oui, exactement. Ça, c'était une fois par an. Et effectivement, la première fois que j'ai vu du monde, c'était lors d'un championnat départemental Benjamin. J'ai été surpris de voir autant de clubs, autant de monde. J'étais un peu jamais sorti de ma grotte, entre guillemets. Et donc le prof ne poussait pas trop à la compétition? Pas plus que ça. Alors comment se sont déroulées les premières années entre la ceinture blanche et jusqu'à la ceinture noire? Qu'est-ce que vous avez fait comme parcours de judoka? De la ceinture blanche jusqu'à la ceinture orange-verte, j'allais dire, je passais mes grades. J'ai pas plus de souvenirs que ça, dans le sens où c'était un long fleuve tranquille, quoi. Je faisais, chaque année, on avait la ceinture. Moi, ce qui me plaisait, c'est que c'était une manière pour moi de savoir que je valais quelque chose, parce que je faisais tomber les autres. Et que donc...
à partir de là, comme j'avais, on va dire, des difficultés d'attention à l'école, au niveau scolaire, c'était pas terrible. J'étais très encadré par mes parents. C'était une bouffée d'oxygène pour moi de pouvoir, contrairement à mon frère et à ma soeur, par exemple, être en réussite quelque part. Et la réussite, c'était le judo. Alors, on parlait pas de compétition quand j'étais plus jeune. Et ensuite, j'ai commencé les compétitions en Benjamin et ça s'est très vite bien passé. Voilà. Compétition Benjamin, c'était donc les départementaux, régionaux, exactement. etc. Et donc ma première compétition, je m'en rappellerai parce que je finis deuxième du championnat départemental. De l'autre côté, c'était quelqu'un de Saint-Laurent, Jean-Charles Martel, je me rappelle, ça m'est resté ça, son nom, qui donc me gagne. Et il y avait tout le club de Saint-Laurent. J'avais l'impression, si je comparais ça au football, que j'étais dans un club de district et que j'avais le PSG à côté de moi. Ouais, je vois. D'accord. Donc c'était assez impressionnant, effectivement. Mais bon, voilà, tout de suite, ça a bien marché. Dans les championnats qu'on suivit aussi, on va dire que ça s'est fait naturellement, quoi. Voilà. Vous aviez déjà le niveau France quand vous étiez enfant ? Alors, il n'y avait pas de championnat de France. Ma première rencontre avec le national, ça a été grâce à un prof de gym au collège Frédéric Mistral qui m'a inscrit au championnat UNSS. Je ne savais même pas que ça existait. Et ça a bouleversé ma vie parce que le championnat académique s'est fait dans le dojo du Parc Impérial. C'est José Alary qui l'organisait. Et donc, je me retrouve là avec quelques adversaires. Lui organisait le championnat et à chaque fois qu'il passait, il regardait, il jetait un petit coup d'œil, il était dans le bureau, il allait sur le tapis, il donnait les feuilles de match, il revenait. Ouais. Et fatalité, à un moment donné, quand il passe, je mets un très beau balayage à quelqu'un de son club, donc il voit, il se pose la question, mais d'où il vient lui, qui sait? Et donc il m'a parlé de sport-études, je ne savais même pas que ça existait, il en a parlé à mes parents, et voilà la démarche derrière, comment ça a déclenché. Voilà, okay. un simple hasard. En 74, le sport-études venait juste de se monter. Alors oui, là c'était un peu après. Ah ben largement, puisque c'était en 81. D'accord. Exactement en 1981. Ça devait être en février ou mars 1980, puisqu'il y avait les championnats de France le 13 juin auquel j'ai participé, et d'ailleurs que j'ai gagné, quoi. Je n'avais aucune valeur, enfin, je savais pas ce que ça voulait dire. Je me suis retrouvé là avec mon père, c'était à Vitry-le-François, ouais. Et donc on est allé de combat en combat, j'ai gagné. Donc à la finale, je suis champion de France. C'était pour moi comme un interclub. Enfin, j'avais pas de notion par rapport à ça. C'est intéressant parce que du coup, José Alary, il utilisait un petit peu ses championnats UNSS. Alors c'était peut-être l'ASU à l'époque? Ouais, non, mais ça s'appelait... Déjà UNSS? Ouais, UNSS, ouais. Il utilisait ses championnats pour aussi voir un petit peu qui avait de bon chez les clubs. C'est lui qui avait l'organisation du championnat académique. Voilà. Le hasard, donc lui, il avait le club de Saint-Laurent-du-Var et d'Helena. Le hasard a fait qu'au moment où il passe, boum, il y a eu... je me dis, les planètes, elles se sont alignées parce que il serait... étant d'un petit club, j'étais pas repéré par les gros clubs, voilà. Des podiums sur les régions Benjamin ou minimes, c'était fréquent, puisqu'il y a plein de catégories de poids. Donc j'avais aucun, j'allais dire, mon prof m'avait jamais parlé du haut niveau, de sport-études, de tout ça. Et donc là, c'est vraiment je pense que c'est le destin, voilà, j'en suis persuadé. C'est le destin qui l'a placé sur ma voie, puisque... Et du coup, ça a changé votre parcours comment? En septembre, donc ça s'est passé le championnat académique peut-être en mars 1981. Et donc les championnats de France au mois de juin. Et donc j'ai intégré la section sport-études, à l'époque ça s'appelait comme ça, en septembre 81. Et donc l'année d'après, enfin j'ai entre guillemets signé dans son club. D'accord, voilà. Ok. Alors j'ai une petite question à propos de la formation théorique. Est-ce que votre professeur, Monsieur Meosi, il utilisait des livres sur le judo? Ou vous en aviez vu dans son club ou entendu parler? Non, il utilisait que... non, il démontrait l'enseignement. Moi j'ai le souvenir de lui montrant des prises, et on faisait des prises, quoi. Mais je l'ai jamais vu ouvrir un bouquin et des articles ou des magazines sur le judo, il y en avait à l'époque où vous avez commencé? Les magazines de la Fédé, judo officiel ou ce genre de choses? Oui, enfin il y avait la revue judo, ça, à l'époque, j'ai pas souvenir quand j'étais mini, mais en cadet, oui, puisque c'était la revue fédérale. Et quand on était licencié, on la recevait, c'est ça? Alors, on pouvait choisir l'abonnement, c'est-à-dire qu'il y avait la licence et il y avait une partie abonnement revue judo. Oui. Est-ce qu'il y avait des stages qui étaient proposés par Monsieur Meosi quand vous étiez jeune? Des stages avec d'autres professeurs? Vous m'avez dit que c'était plutôt non, c'était vraiment très, enfin, quand je dis très familial,
professionnel, c'est-à-dire que je vivais dans un microcosme de son club. Il n'y avait pas aucun lien avec d'autres profs. Il n'y avait pas des maîtres japonais de passage ou des maîtres coréens de passage qui... Non. Et après, quand vous avez rejoint le sport-études avec José en 81, là, vous avez vu un peu du monde dans la région. Là, oui, je suis passé de la supérette à Carrefour, quoi. Enfin, voilà, hein, on caricature un petit peu. Donc, effectivement, il y avait des gens de plein de clubs. J'ai découvert que il y avait un monde de judo qui existait, que ce soit à Cannes, à Antibes, à Grasse, voilà. Ça m'a permis non seulement de progresser, mais de m'ouvrir à des manières de travailler différentes et après à faire des stages avec le judo club de Grasse, par exemple, sur des stages d'été. Voilà, ça m'a permis un peu... Alors, le judo club de Grasse proposait des stages d'été? Oui, à l'époque, il y avait Gilbert Isnard et Yves Frangioni, c'était les deux profs du judo club de Grasse, et ils organisaient vers Mandelieu ou Théoul judo voile. On faisait du judo le matin et la voile l'après-midi. Et j'en ai de très bons souvenirs, puisque je m'en rappelle très bien. Est-ce qu'il y avait des films sur le judo? Des vidéos, des cassettes VHS? Alors, José Allary nous montrait, effectivement. Il venait avec un projecteur Super 8 au départ. Et donc il nous montrait les combats des anciens. Et c'était une manière à la fois de voir autre chose et surtout de nous faire rêver, quoi. Parce que... Et c'était les combats des championnats de France de l'ancienne époque ou... Non, il y avait un peu de tout, le tournoi de Paris, des championnats de France avec des gens de son club, la plupart, puisque c'était lui qui... Et donc lui-même avait filmé? Enfin quelqu'un du club filmait, et donc effectivement... c'était moi j'étais jeune cadet, hein, je venais d'arriver, je passais cadet 1, et il y avait des seniors, il y avait les Michel Novak, tout cela, et ça nous faisait un petit peu rêver. Et en ce qui concerne les films, est-ce que plus tard, par la suite, vous avez vous-même utilisé la vidéo pour vous perfectionner ou pour apprendre un peu plus? Pas énormément, j'allais dire pas énormément, à tort hein, certainement, mais pas énormément. Je m'en servais un peu dans la formation que j'ai eue, plus pour faire rêver que pour chercher un apprentissage, puisque je faisais intervenir, moi quand j'étais avec José Allary, je faisais intervenir des profs différents pour que justement il y ait une capacité d'enseigner au niveau pédagogique et technique qui soit la plus éclectique possible. D'accord. Oui, donc c'était plutôt pour les films, c'était plutôt des compilations d'Ippon ou ce genre de choses, plutôt que des trucs pédagogiques, quoi. Voilà. Est-ce que vos débuts en judo ont été influencés par des gens issus des cercles militaires ou policiers? Je sais qu'il y avait au Fort Carré, alors en 74 c'était fini, mais au Fort Carré il y avait des gens qui avaient reçu l'enseignement de Bernard Midan, qui était militaire. Et il y avait pas mal de militaires et de policiers au début dans le judo. Est-ce que vous avez fait les championnats policiers, militaires? Alors moi j'ai fait les championnats de France et les championnats du monde militaire. Que vous avez gagné en vice-champion du monde militaire. Voilà, exactement. Ça, c'était en 1989 à Rio de Janeiro. C'était ma participation quand j'ai fait mon service au bataillon de Joinville. Vous étiez dans quelle catégorie? En moins de 78 kilos. D'accord. Et je suppose que le service au bataillon de Joinville, c'était surtout du judo? Oui, on a eu les classes. Donc le mois d'août, on faisait un mois de classe. On apprenait donc le métier, entre guillemets, de militaire. Et ensuite, on avait tous les matins la levée des couleurs, quelques TIG, voilà. Et tous les après-midi, on allait sur l'INSEP s'entraîner effectivement du lundi au jeudi. Qui était le professeur à l'INSEP? C'était, celui qui s'occupait du bataillon de Joinville, c'était Lionel Grossin. Est-ce que vous avez pratiqué la compétition après avoir passé la ceinture noire? Vous avez poursuivi? Ah bah oui. Alors, racontez-moi un peu votre parcours. Plusieurs fois champion de France, j'ai noté. Voilà, donc en minime, donc j'avais gagné les championnats de France. Ensuite, je suis passé cadet. Il y avait deux championnats de France. Il y avait celui qui était scolaire, championnat de France UNSS, et le championnat de France fédéral. Et donc en cadet 1, je gagne le championnat de France scolaire. Et au championnat de France fédéral, j'avais les deux chevilles en l'air, mais j'ai quand même voulu y aller, j'ai perdu. Vous étiez blessé? Oui, j'étais en faisant un saut périlleux et en retombant en hyperextension au niveau des chevilles. J'ai quand même voulu y participer et bon, ça a pas gazé, mais bon, voilà, j'étais déjà assez content. Et l'année d'après, je gagne les championnats de France fédéraux. Voilà. En ce qui concerne votre parcours compétitif, vous étiez champion dans quelle catégorie en UNSS et en fédéral? Alors c'était moins de 66 kilos quand j'étais minime. Quand je suis passé cadet, c'était en moins de 75 kilos.
c'était les catégories de l'époque. KD1 et KD2, j'étais en moins de 75 kg. J'étais assez léger, mais mon père avait pour principe de dire pas de régime, c'est pas bon pour la santé, donc... D'accord. Voilà. Les compétitions, elles étaient différentes des compétitions telles qu'on les organise maintenant? Dans l'organisation, pas énormément. Après, les règles ont évolué, surtout au niveau du kimono. Et l'arbitrage, j'avais les Koka, les Yuko, les Wasari, voilà, c'était un petit peu différent, les pénalités aussi étaient différentes. Les techniques qu'on sortait, mis à part évidemment les techniques interdites, prise de jambes, etc., les techniques qu'on sortait à l'époque étaient différentes de ce qu'on fait maintenant? Une grande partie, non, parce qu'il y avait toujours des Uchimata, Raigoshi, voilà, parce que moi je faisais Arai Makikomi, Uchimata, et donc c'est toujours d'actualité. Par contre, il y a des prises qui se sont, j'allais dire, rajoutées. On voyait, à l'époque, moi je faisais Kataguruma en allant saisir les jambes, Teguruma, voilà, il y avait des possibilités, des relations main-jambe, où maintenant là c'est interdit. Et ça a été, les gens s'adaptent, hein. On s'est aperçu avec les morotés inversés, des formes coréennes c'est Loïc Pietri qui est un des précurseurs et qui lui a permis d'être champion du monde. Oui. J'ai une petite question sur vos grades. Donc vous étiez ceinture blanche en 1974. Vous avez eu la ceinture noire en quelle année? J'avais 15 ans, c'était 83. 1983. Oui. Vous l'avez passé au sein du club de Monsieur Meouzi? Non, alors moi à partir de cadet, donc à partir de 1981, j'ai changé de club. J'ai été au judo club Elena. D'accord. C'était le côté niçois du club de José Alary. D'accord. Donc vous l'avez passé au sein du club du judo club Elena. Et c'était César ou José? C'était José. José, ouais. Il y avait des différences notables entre l'enseignement de Monsieur Meouzi et l'enseignement de Monsieur Alary? Très différent, dans le sens où il parlait... Monsieur Meouzi parlait peu, il montrait, et j'avais peu d'échanges avec le recul, donc j'étais déjà enfant, hein. Même ça a été compliqué. Après j'ai été le voir pour lui dire que je changeais de club avec mes parents, il m'a pas du tout bloqué. Il a vu que certainement c'était pas la bonne méthode s'il me bloquait, parce que je serais parti quand même. Mais ça c'est plutôt, voilà, on s'est quitté, on va dire en bon terme, hein, puisque je suis parti de son club. Et José, c'était, j'allais dire, très extraverti et très chaleureux. Et moi, ça matchait tout de suite, quoi, par rapport à ma manière de voir les choses. Et j'en ai fait une sorte de deuxième paire. José, alors j'ai l'impression que c'était effectivement un judo très familial qu'il enseignait. Il est beaucoup avec le cœur. Beaucoup avec le cœur, et avec le recul, il était dans l'exagération. Si vous étiez bon, il vous disait que vous étiez exceptionnel. Si vous étiez exceptionnel, il vous disait que vous étiez un extraterrestre, et ainsi de suite. C'était très... C'était motivant pour les jeunes? Oui, et de toute façon, la réussite qu'il a pu avoir avec ces jeunes, c'est justement et bon, moi, je m'en suis servi par la suite, mais je m'en suis aperçu que c'était naturel aussi chez moi. Je pense qu'on avait à peu près le même fonctionnement intérieur, hein, puisque j'ai pas eu à me forcer. Et lui, c'est de fait, à partir du moment où il fait rêver, où il dit aux gens qu'ils sont plus forts que ce qu'ils ne sont, et qu'ils arrivent à y croire, de fait, ils progressent plus vite. Sur les grades de ceinture noire 1983, vous avez aujourd'hui le 6e dan, je crois? C'est ça. 6e dan que vous avez eu en quelle année? 2009. Ok, on va passer à une partie sur votre enseignement. Alors, vous avez commencé à enseigner le judo au sein de quelle structure et en quelle année? Alors, si enseigner, c'est avoir un diplôme, ça s'est fait en 88. Et avant ça, vous aviez été assistant? J'allais avec José Alary, il avait sur Jambouin, il y avait une salle de judo, j'étais cadet. Le mercredi après-midi, j'allais avec lui et je l'aidais dans les cours d'enfants, ça me plaisait bien. Voilà. Et c'était en quelle année ça ça devait être en 84, 85, quelque chose comme ça, 84. Donc après, en 84, vous étiez déjà une sorte d'assistant? Voilà, j'étais junior, 83, 84, j'ai des souvenirs où je venais à peine de passer junior. Et j'allais avec lui, alors j'étais officiellement, voilà, je lui donnais un coup de main sur le tapis, j'étais rien de plus que ça, et ça me plaisait, donc je demandais si je pouvais revenir, et voilà. Et du coup, c'était au sein du judo club Laurentin. Est-ce que par la suite, quand vous avez eu le diplôme, vous avez... Alors, d'abord, il y a eu l'INSEP, je crois. Voilà, oui, après, donc en 80, donc après, donc je suis resté ici jusqu'en 88, et j'étais éligible, entre guillemets, à l'armée, donc je me suis retrouvé faire mon service militaire. Donc je suis monté à l'INSEP, et comme l'année 87 n'avait pas été terrible en termes de résultats, je venais de passer senior. Je partais pour faire le bataillon de Joinville,
Et ensuite, revenir dans ma région et essayer de trouver un travail. Et le judo était, puisque ça a bien marché cadet junior, mon père m'a dit, senior, là, tu fais rien au championnat de France, il va falloir songer peut-être à faire autre chose que du judo. Par contre, le fait de me retrouver au bâton de Joinville m'a permis de m'entraîner à l'INSEP. Et derrière, voilà, tout s'est aligné à nouveau. J'ai été performant, j'ai fait vice-champion de France senior. J'ai été sélectionné avec l'équipe 1. On est parti à Tbilissi faire une tournée au Japon. Donc ça a été, j'allais dire, un deuxième tremplin finalement que de partir. Si je comprends bien, vous n'êtes pas parti de Paris en fait. Vous avez fait le service militaire et vous êtes resté à l'INSEP. Exactement. Comme j'ai été performant, j'ai demandé l'INSEP, enfin ils m'ont demandé... Vous avez été vice-champion du monde militaire quand même, donc voilà. Ils ont dû vous voir arriver. Et derrière, de fait, ils m'ont proposé de rentrer à l'INSEP, et donc j'y suis resté de 1989 jusqu'à l'arrêt de ma carrière, 1994. D'accord. Alors, juste avant de parler vraiment de votre enseignement, j'ai une question à propos des championnats du monde militaire, c'était à Rio. Oui. Comment ça s'est passé exactement? La particularité, c'est que toutes les délégations sont logées dans une caserne. Hein. On n'est pas dans des hôtels, on est dans une caserne. Voilà, il y a la levée des couleurs, c'est assez militaire. Et ensuite, comme tout championnat, des arbitres. Là, on n'est plus en uniforme, on est en survêtement de l'équipe de France militaire. Hein. Ça s'est plutôt bien passé. En individuel, je perds contre le Coréen en finale, que je bats en équipe le lendemain. Donc, j'ai trouvé ma vengeance. J'aurais préféré perdre en équipe et gagner en individuel, mais bon. Et en équipe, vous avez fait un résultat aussi? On fait 3e. D'accord, ah oui, c'est quand même pas mal, ouais. Comment ça s'est passé, la demi-finale et la finale? Racontez-nous les deux combats. La demi-finale, je prends un Autrichien, il me mène quasiment tout le combat. Sur la fin, peut-être à 10-15 secondes de la fin, je marque Wazari. J'étais mené de Yuko, voilà. Et donc, de fait, je passe en finale. Et sur quelle technique? Sur Teguruma. D'accord, ah oui, voilà. Donc c'est plus oui, possible. À l'époque, oui, on avait le droit. Donc voilà, je me précipite sur lui et je tente quelque chose sans trop réfléchir et ça a plutôt bien marché. Et après, en finale, je prends un Uchimata, je prends un Wazari et que j'arrive pas à remonter pendant tout le combat. D'accord, ok. Alors on va revenir effectivement à votre enseignement. Oui. Donc à l'INSEP, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous avez été formé? Comment ça s'est passé? Donc on arrive là, on se retrouve avec le gratin du judo français, hein, puisque là, surtout à l'époque, il y avait toute l'équipe de France senior qui était présente. Donc moi, je venais de passer senior. Beaucoup comme Marcel Pietri, Berthet, Novak arrêtés dans ma catégorie, des gens comme Libert. Et donc la fédération a pensé que je pouvais être un peu successeur de tous ces stars du judo. Ça s'est plutôt bien passé, après avoir fait vice-champion de France senior sur les premiers championnats de France première division, puisqu'à l'époque, il y avait un championnat de France global, et en 89, ils ont instauré une première et une deuxième division. Et lors de ce championnat, donc je fais 2e, je perds en finale contre Jean-Michel Berthet. Et ensuite, je fais le Tour de Paris, où je fais 5e en battant Latz, qui avait été champion du monde. Donc des performances assez, j'allais dire, probantes pour penser que ça débouche plus loin. Ensuite, on est parti sur une tournée à Tbilissi, une semaine. C'est où exactement? En Géorgie. D'accord. C'est un tournoi très réputé, où là, je perds contre quelqu'un qui n'était pas spécialement connu, qui s'appelait Ibrahimov, mais qui a été 4 fois champion d'Europe par la suite. Et ensuite, je me retrouve au Japon, et on a fait 1 mois de stage au Japon, avec des tests match lors de chaque fin de stage. Et là, à chaque fois, je l'avais gagné par Ippon. Et après, quand je suis revenu, comme il y en avait un qui était avec moi, qui s'appelait Stéphane Frémont, qui était dans la même catégorie et qui avait 3 ans de moins que moi, lui a fait 3e à Tbilissi, même s'il n'avait rien fait ailleurs. Et donc, les sélectionneurs ont opté pour sa titularisation pour les championnats du monde et pas moi. Voilà. D'accord. Et le voyage au Japon, ça s'est passé comment? Parce qu'à l'époque, il n'y avait quand même pas beaucoup de vidéos. Donc, on se faisait une idée du judo au Japon qui n'était pas forcément la bonne. Ça a été le pire et le meilleur moment de ma vie. Quand je dis le pire et le meilleur, en tant qu'athlète. Parce que ils ont arrêté après d'en faire aussi long. Un mois, c'était quand même... C'était 1 mois de stage? 1 mois de stage. On avait juste la journée de repos quand on quittait une université pour aller dans une autre. Donc, c'était tournant, c'était pas dans la même université? Voilà, on arrivait à Tokai, je me rappellerai toujours, une université très connue. Et c'était mois de février, il y avait des ouvertures sur le bord.
et la neige tombait sur le tapis, et elle restait sur le tapis. Donc on s'est même pas changé, on était en survêtement, on avait mis le kimono par-dessus. Et alors tout ce qui était balayage ou autre, on a l'impression que le pied il se cassait. Ouais, c'était du verre. Ouais. Ah oui, c'était très très hard. On a passé une semaine comme ça à avoir froid. Et ensuite, bon voilà, on a été à Tsukuba, au Gokushikan, on a été à l'université de la police. Et enfin, au Kodokan, il y avait quand même beaucoup d'activités. Par la suite, dans le cadre de mes fonctions fédérales, j'y suis retourné où là c'était beaucoup plus un endroit d'études que de pratique intensive de compétition. Alors que quand moi j'avais été, il y avait beaucoup d'activités. Il y avait encore les compétitions, les rouges contre les blancs, les passages de grade. Alors il y avait donc on mettait la ceinture blanche, la ceinture rouge. Hein. À l'époque, il n'y avait pas les kimonos bleus et blancs. Voilà. On n'a pas assisté à un championnat au Japon. Il ne devait pas avoir, puisque c'était en février, c'était de mi-février jusqu'à mi-mars. Quand vous étiez au stage, est-ce que vous avez vu un judo différent dans les différentes universités que vous avez visitées? Alors, ce qui a été le plus impressionnant pour moi, c'est je me faisais une idée très belle de ce que pouvait être le judo, et j'avais un respect profond pour les Japonais par rapport à la culture de judo qu'on nous a enseigné, avec le respect. Et je me suis aperçu oui, il y a le retour à la réalité. La réalité était bien différente, que par exemple, les Japonais étaient très... Alors, raciste, c'est peut-être péjoratif, mais entre guillemets, quand vous êtes le gaji, vous êtes l'étranger, quoi. Voilà. Et donc, on était l'étranger. Et sur le tapis, il y avait une certaine violence, et j'en avais discuté à l'époque avec Jean-Louis Gémon. Je me rappellerai toujours de ce premier entraînement où je me suis retrouvé à prendre des coups avec la saisie. Hop, ça bougeait, je prenais des coups, ou des coups de pied, dans des balayages mal faits. Pour moi, c'était pas fait exprès. Je pouvais pas imaginer qu'un Japonais pouvait chercher à me faire mal pour me faire mal. Et Jean-Louis Gémon, qui est décédé, le pauvre, là, quand il était plus jeune, bon bref. Et donc, lui, il me dit, mais non, moi, ça fait la deuxième stage, tu prends un coup, tu remets. Et c'est vrai que le respect, c'est fait quand on prenait un coup, voilà. Et ça m'avait choqué parce que, quelque part, mon monde enfantin du judo s'effondrait un peu, voilà, et avec des cas de figure où je pensais tomber sans arrêt là-bas, et j'ai jamais fait autant tomber de ma vie qu'au Japon. Voilà. Et par contre, les Japonais, au bout de 3-4 pions qu'ils prenaient, ils faisaient le geste de croix et ils partaient. Sans saluer, sans rien. Voilà, comme s'ils avaient honte. Enfin, un truc, c'était surréaliste pour moi, qui n'avait pas du tout élevé dans cette culture-là. Après ces stages, du coup, vous êtes resté à l'INSEP et vous êtes redescendu sur Nice en quelle année? Oui, en 94, donc continue à faire de la compétition. Donc après avoir fait 2e, 3e, 5e championnat de France, mes performances déclinaient. Le leadership de la KT avait été pris en 92 par Damezin, qui avait fait 3e aux Jeux Olympiques de Barcelone. Et donc, dans la continuité, l'horizon se bouchait un petit peu par rapport au fait que je sois un peu moins performant, qu'il y a une concurrence qui était de plus en plus importante au niveau français, et surtout performance à l'international, parce que c'était ça la priorité. Je m'apercevais bien que ça allait être compliqué, et au même moment, on m'a proposé, donc, pour pas le nommer, Marcel Pietri, qui était cadre technique ici. Lui partait sur Monaco et a pensé à moi en disant ce serait bien, il en avait parlé au président de ligue Michel Sazman de l'époque là, en lui disant tiens ce serait bien Gilles Naon, il va peut-être arrêter, en tout cas on peut lui proposer de venir comme cadre technique. Donc c'est vraiment le rôle du senpai, c'est-à-dire c'est les anciens qui vous ont dit... Exactement, et pourtant on était adversaires. Je vous raconterai une anecdote avec Marcel, c'était fantastique, mais on s'est rencontrés. Il était plus fort que moi et pourtant je l'ai gagné 2 fois. Voilà, ça a été... à l'entraînement, je prenais entre guillemets des raclés. Je me rappellerai toujours que en 89, là je vous raconte l'anecdote parce qu'elle est assez cocasse. En 89, donc on combat en demi-finale l'un contre l'autre. Il était sûr de gagner, moi j'étais sûr de perdre. Voilà comment on monte sur le tapis. Donc lui étant sûr de gagner, il prend pas trop d'initiative. Moi, vu qu'il prend pas trop d'initiative, le combat avance. Et à 24 secondes de la fin, je sais pas ce qu'il m'a pris, je fais une attaque, je le fais tomber, je prends Wazari et je m'excuse. Je lui dis excuse-moi Marcel. Et là je vois dans son regard une sorte de peur et là je savais que j'avais pu perdre.
Voilà, et les 24 secondes, j'ai bloqué la fin du combat, mais pour moi ça a été une excuse parce que c'était pas naturel, c'était pas normal par rapport à ce que je prenais à l'entraînement. Donc voilà. C'était quel championnat? C'était les championnats de France première division en 1989. Voilà. D'accord. Bon, je suppose qu'il y a une sorte de respect mutuel qui se... Oui, bah, avec Marcel, donc on s'est rencontrés après l'année d'après en place de 3, donc je fais 3e, je le bats à nouveau là. Bon, j'avais progressé, je me suis pas excusé parce que bah, j'avais pris un niveau, mais en 89, c'était surréaliste pour moi. Donc en 90, j'étais déjà un peu plus fort. Lui était sur le déclin, il était quand même vice-champion d'Europe, mais malgré tout, il était sur le déclin. Et donc ça... Il voyait comment je m'entraînais ici. Pour moi, c'était une sorte de grand frère et il a toujours été de bons conseils. Et comme je lui ai dit, je le remercierai jamais assez puisqu'il a bouleversé ma vie. Parce que le fait de me proposer de venir ici, ben voilà, ça fait maintenant 28 ans que je suis là, un peu grâce à lui aussi. D'accord. Et du coup, comment ça s'est passé le transfert entre l'INSEP et le sport-études? À l'époque, ça s'appelait encore le sport-études? Oui, ça a été sport-études. Après, ils ont appelé ça très rapidement les CREFOP, les centres régionaux d'entraînement de la performance, quelque chose comme ça. Et donc, on était une antenne, il y avait un CREFOP à Marseille, et donc il y avait l'antenne de Nice, de cette manière-là. Et donc, moi, quand je suis arrivé, le DTN de l'époque, Fabien Canu, m'a dit bah, « tu vas travailler avec José Allary ». Donc ça a été compliqué pour moi parce que José Allary étant mon prof, je me suis retrouvé avec la capacité normalement d'être son supérieur hiérarchique, puisque c'était ce qu'avait voulu la fédération, me nommer responsable du pôle. Sauf que dans les faits, je ne pouvais pas, moi, en tant que son élève, le considérer comme un subalterne. Donc ça a été très sportif, entre guillemets, de jouer justement, ça m'a servi après dans mes relations de travail, de l'intégrer dans mes choix sans que ça crée des tensions, quoi. C'était assez compliqué. D'accord. Et quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors vous avez dû reprendre la suite de Marcel Pietri, si j'ai bien compris. Oui. Qu'est-ce que lui avait mis en place et qu'est-ce que vous avez eu comme difficulté? Dès que je suis rentré, donc comme je suis arrivé début avril, j'ai terminé la saison. Ça m'a permis pour le mois de septembre, pour la saison suivante, de faire en sorte quelque part une sorte d'état des lieux. Et donc par rapport à quand j'étais moi, il n'y avait plus qu'un entraînement de masse, donc j'en ai remis un deuxième. Et ensuite, il y avait des stages de week-end, et avec Claude Laurent, le conseiller technique de l'époque, qui lui aussi a été extraordinaire, puisqu'il m'a dit le sportif, je te laisse t'en débrouiller. Donc j'ai pu mener des choses qui ne seraient pas possibles maintenant, une politique sportive telle que je l'envisageais, avec le consentement de mes pairs, quoi. Et donc ça a été super. Et donc moi j'ai supprimé plutôt les stages pour commencer à participer, à faire des déplacements sur des tournois. D'accord. Voilà. Ok. Et ça a porté ses fruits au niveau résultat? Ah oui, assez rapidement, oui. Enfin, vous avez eu des jeunes qui ont... Oui. Bah, chaque année, il y a eu une période de déclin juste avant que je revienne, et c'est pas faire offense à José Allary, c'est que il y avait moins de monde qui venait, parce que le Saint-Laurent était tellement fort que les gens avaient peur de mettre au pôle espoir des gens, de peur qu'ils terminent dans son club. Donc chacun restait un peu sur ses positions. Donc moi, quand je suis arrivé, ça a permis, même si j'étais estampillé Saint-Laurent, de permettre à des personnes de venir en toute quiétude, entre guillemets, sur le sport-études, ce qui a redynamisé, et si on additionne avec la politique menée, quoi, de participer à des tournois, créer de l'émulation, fait que ça a redémarré très fort. D'accord. Alors expliquez aux gens qui nous regardent la différence entre le sport-études, le pôle France, le pôle espoir. Quelles sont les différences entre ces trois choses? C'est des appellations, c'est la différence entre Pepsi et Coca. Voilà, donc je vous explique rapidement. Le pôle espoir ou le sport-études, c'est en fonction des ministères de l'époque, c'est des changements d'appellation. Voilà, c'est exactement... Donc le système se fait, au départ, c'était donc les sections sport-études, ça a été monté en 1974 sous Giscard d'Estaing. Ensuite, sous Mitterrand, c'est devenu des crèches et des CREFOP, des centres régionaux d'entraînement
judo, des centres régionaux de la performance. Et ensuite, gouvernement suivant, c'était celui de Jacques Chirac, où là on a appelé ça des pôles espoirs. C'était les centres régionaux d'entraînement, et les pôles France, des sortes de super centres où ils étaient un peu moins nombreux. Au départ il y en avait 10, et ils les ont même réduits à 4 à un moment donné, où là on va dire que c'est la pyramide qui se rétrécit avec une capacité de... Donc le pôle France, c'est plutôt pour un niveau qui serait supérieur au pôle espoir. Là, dans la filière, c'est ce qui se passe. Le pôle France est à Marseille? Oui, il est à Marseille, oui. D'accord. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, quelqu'un comme Loïc Pietri, il est resté au pôle espoir, et quand il n'est pas passé par le pôle France, il est monté directement sur Paris, parce qu'il avait un choix de partenaire, la capacité à se retrouver dans un milieu familial, c'était quand même mieux pour lui que se retrouver dans un internat à Marseille. Et donc beaucoup ont fait ce choix-là. D'autres sont passés du pôle espoir au pôle France et ensuite ont suivi la filière de manière traditionnelle. Du coup, quelles sont les différentes formes d'entraînement que vous proposez au niveau du pôle espoir? Est-ce qu'il y a par exemple des entraînements spécifiques pour tel ou tel type de technicien ou tel type de gabarit? On les a 4 fois par semaine, du lundi au jeudi, sachant que le vendredi est réservé au club, parce que ça c'est vraiment très important. Ils sont en sport-études, mais ils appartiennent à un club et ils se doivent de s'entraîner à ce club, puisque c'est grâce à ce club qu'ils ont pu en arriver là. Voilà. Et c'est surtout intéressant aussi pour avoir une autre vision des choses. Sur le pôle, donc il y a le lundi, le mercredi, c'est des entraînements où, je dirais, allez, si j'ai caricaturé, on détruit le lundi et le mercredi, et on construit le mardi et le jeudi. On est dans l'apprentissage le mardi et le jeudi, on construit son judo, et on détruit ses adversaires, on est en combat le lundi et le mercredi. D'accord. Voilà, donc c'est très caricatural, mais en gros, l'opposition, c'est le lundi et le mercredi, et le travail technique, c'est plus le mardi et le jeudi. D'accord, donc la finesse technique, le fait de peaufiner, c'est plutôt mardi-jeudi. Voilà. Et lundi-mercredi, on essaye de faire un trou dans le sol avec l'adversaire. Voilà, exactement, c'est ça. Je vois le genre. Voilà. Niveau musculation, conditions physiques, vous avez des choses de préparer? Alors, on a un entraînement une fois par semaine, le jeudi entre midi et 2, où ils font du renfort. Donc, charge à eux le samedi, quand il n'y a pas de compétition, sur le premier trimestre, et uniquement sur le premier trimestre, de refaire cette séance pour que 2 fois par semaine, ils puissent faire justement du renfort. Ça leur fait quand même un planning extrêmement chargé du coup, parce qu'ils ont entraînement lundi, mardi, mercredi, jeudi, et compétition ou encore entraînement samedi, ça fait 5 fois par semaine. Plus le vendredi au club. Plus le vendredi au club, oui. Donc ça fait 5 ou 6 fois par semaine. Il n'y a pas trop le choix. Quand vous voulez arriver à quelque chose, voilà. Quand vous entraînez fort, vous avez une petite chance d'y arriver. Quand vous entraînez pas fort, vous êtes sûr de ne pas y arriver. Voilà. Ouais, ok. Et en judo, particulièrement en France, je crois que c'est la 4e fédération, le judo. Oui. Il y a énormément de monde qui s'essaye au judo. Donc pour performer, il faut s'entraîner encore plus que dans d'autres disciplines où il y aurait moins de monde, vous pensez? À partir du moment où il y a de la concurrence, ça devient bien évidemment plus compliqué. Et il ne faut pas s'en plaindre de cette concurrence. C'est ce qui permet d'avoir des équipes de France fortes. Si au niveau national, on n'avait pas cette capacité-là à les mettre en opposition, ils n'auraient pas les mêmes résultats à l'international. Donc on a parlé beaucoup du pôle espoir. Oui. On n'a pas parlé beaucoup des entraînements de masse. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? En quoi ça consiste déjà? Donc le lundi et le mercredi, lors de ces phases d'opposition, on permet aux gens qui sont issus des clubs de la région de pouvoir venir s'entraîner avec ceux qui sont toute la semaine au sport-études. Et donc, c'est de fait des entraînements de masse, c'est-à-dire qu'on augmente la capacité du choix de partenaires. Ouais. Et c'est gagnant-gagnant, les clubs progressent, les sports-études progressent et le niveau monte. Donc c'est vraiment une application mot pour mot du principe de entente et prospérité mutuelle. Exactement, c'est ça. Et au sport-études, vous avez combien de personnes? Là, j'en ai 50, garçons-filles, qui vont de la 3e à la terminale. Ok, et niveau proportion, garçons et filles, c'est combien? Au départ, très peu de filles, et maintenant on est à
40% de filles, 60% de garçons. Ça a bien progressé. Oui, là maintenant, le judo français a fort heureusement une équipe féminine très forte et ça crée, on est une société d'égalité et donc effectivement, il y a il y a beaucoup de femmes qui partagent cette discipline, quoi. Est-ce que le matériel que vous avez utilisé pour enseigner a évolué tout au long de ces années? Les tatamis se sont quand même bien améliorés entre les... Vous utilisez les matériaux pédagogiques, genre cerceau, cône, pour faire des... Alors, pour le judo, non. Pour le renfort, oui, les échelles de rythme, des trucs comme ça, oui. Est-ce que vous enseignez en plus du judo? Je sais que pendant le cours, certains profs, comme José par exemple, ils enseignent une certaine philosophie de vie, un peu de zen, ils parlent un peu du judo. Dans ma manière d'enseigner, ce que je cherche avant la performance, c'est rendre l'humain meilleur que qu'il l'est, de par les valeurs qu'on véhicule, que la discipline véhicule, mais que l'enseignant doit véhiculer. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Ouais. Et ce rapport-là, pour moi, il est plus important que la médaille. Et ma fierté, ce serait, et c'est le cas déjà, de croiser des années et des années après, 10 ans, 20 ans, les gens qui ont été au pôle et qui disent « Ah bah c'était les plus belles années de ma vie », parce que moi je l'ai vécu comme ça. Et donc quand j'ai pris, je me suis dit, si j'arrive à les rendre aussi heureux, et si ça leur fait autant de bien que ça m'a fait, ah ben j'en ferai des citoyens modèles, quoi. Le judo a été pendant de nombreuses années vendu comme un sport de self-défense, surtout quand il arrive en France. Est-ce que de nos jours ça persiste ou c'est complètement en déclin? Alors non, la fédération, la France Judo, là, en l'occurrence, a mis un programme sur le Jiu-Jitsu, donc développe justement les différentes facettes que le judo peut proposer. Donc il y a beaucoup de clubs font de la self-défense, sauf qu'on n'appelle plus ça self-défense, on appelle ça Jiu-Jitsu, quoi. Est-ce que vous pensez que le judo traditionnel va disparaître et qu'il ne va rester que le judo compétitif? Non, parce que pour aussi enseigner en club, quand les parents amènent leurs enfants à 4 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, très peu ont une vision compétition. Ils recherchent plus dans le judo la valeur citoyenne et le cadrage avec le respect des règles. Et voilà. Ça, c'est la grosse demande des parents, c'est ça. Donc, je pense que, et tant qu'on aura ça, le judo aura de beaux jours devant lui. Seul, on peut difficilement penser, et en tout cas, c'est pas ma conception des choses, qu'on fait avancer les choses seul, c'est à plusieurs. Et donc, vous entretenez de bonnes relations avec les professeurs de tous les clubs? Pour moi, je ne peux pas travailler si je m'entends pas bien avec les gens. Je sais pas faire. Voilà. Que ce soit avec les jeunes, j'ai besoin d'aimer les jeunes. Et pareil, si les enseignants, j'ai pas de bonnes relations, je pourrais pas faire la mascarade et m'occuper de leurs élèves de la même manière. Il y a encore des professeurs qui sont réticents au fait de mettre leurs Il y a toujours cette opposition entre le judo en club, c'est un art majeur, et la compétition un art mineur, mais j'allais dire ça s'estompe, et en général, ceux qui sont plutôt dans ces pensées-là, ils sont assez réfractaires à s'ouvrir aux autres, quoi. Voilà, ça a été le judo pour moi, ça a vraiment été une manière de trouver ma place dans la société.